Que le membre du gouvernement de Warrior, de Monsieur le Premier ministre, sont en train de se donner toutes les peines du monde pour que les choses puissent pouvoir marcher, et vous êtes là parmi eux. Donc je voulais dire que de manière générale, nous notons que la mauvaise gouvernance dans notre pays, qui est l'accumulation de beaucoup de tares, beaucoup d'antivaleurs, c'est ce qui a fait que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, où quasiment nous pouvons dire que rien ne marche dans notre pays. Pourquoi rien ne marche? Ça, c'est la question fondamentale que nous devons nous poser. La RD Congo, c'est un pays qui a énormément de potentialités. Nous avons des minéraux. Nous avons le sol très riche, 80 millions de terres arables, comme les statistiques nous donnent. Mais nous avons un peuple très pauvre. Et lorsque nous regardons depuis l'accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous notons que le pays est en train de descendre parce que l'homme congolais a développé donc, les antivaleurs. Ce sont ces antivaleurs qui ont miné pendant tout ce temps la société congolaise. On peut les retrouver dans tous les secteurs et dans tous les domaines de la vie nationale. Je peux commencer par énumérer les secteurs. Donc, à la présidence de la République, on peut trouver les antivaleurs. Au gouvernement, on trouve les antivaleurs. Donc, au Parlement, on trouve les antivaleurs. Au Sénat, on trouve les antivaleurs. Dans la magistrature, on trouve les antivaleurs. À l'université, on trouve les antivaleurs. À l'école secondaire et primaire, on trouve les antivaleurs. Et même au marché, on trouve les antivaleurs. Donc, nous pouvons dire que notre pays est vraiment assailli par les antivaleurs. S'il n'y a pas l'inversion de choses, l'inversion de valeurs, donc cela veut dire que nous pouvons monter des projets très bien ficelés, mais ça ne va pas réussir parce que ces antivaleurs sont comme un poids, comme des tares qui nous empêchent de pouvoir décoller. Donc c'est la raison pour laquelle le chef de l'État a créé l'année passée, donc 2019, la coordination pour le changement de mentalité. Quelle est la mission de cette coordination? La coordination pour le changement de mentalité a une mission d'assurer la prévention, la sensibilisation, la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et comme vous l'avez si bien introduit, quand nous regardons le secteur de la fiscalité et le secteur de l'économie, c'est un secteur qui est pourvoyeur de moyens qui permettent à l'État de pouvoir prendre en charge son peuple. Si ce secteur est aussi frappé par les antivaleurs, donc il sera difficile à l'État de pouvoir réunir le moyen nécessaire afin de pouvoir assurer le bien-être de sa population. Donc ce que nous allons faire tout au long de cette campagne, c'est de pouvoir éveiller la conscience de tous nos concitoyens, en commençant par des responsables, de comprendre que si nous continuons à détourner, si nous continuons à utiliser l'abus du pouvoir, si nous continuons à corrompre ou à se faire corrompre, si nous continuons à confondre notre propre poche et ce qui appartient à tous les Congolais, donc nous allons faire toujours du surplace et même d'ailleurs nous allons descendre plus bas. Donc cette campagne sera pour pouvoir éveiller la conscience des décideurs. Mais au même moment, rétablir la confiance entre le gouvernant, ceux qui reçoivent du peuple le moyen pour pouvoir accomplir les missions de l'État et la population qui donne ce moyen au travers des impôts, des taxes et des redevances. Donc s'il n'y a pas cette confiance-là, il est difficile de demander à la population de pouvoir payer les impôts. Donc il faut que la population commence à voir dans le chef des décideurs cette volonté de pouvoir assainir la gestion, donc pour que la gestion du pays devienne une gestion responsable, une gestion qui est impactée par la dimension, on va dire, de l'éthique, de la morale. On ne peut plus continuer aujourd'hui à tolérer que les gens se comportent de n'importe quelle manière en tant que responsable, en tant qu'autorité dans notre pays. Donc
pour l'introduction, je peux dire que c'est ça, même la motivation, la première motivation qui nous a poussé à pouvoir lancer cette campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. On aura l'occasion de revenir dans la dernière partie de ces briefings pour essayer de parler de changement de mentalité. On en parle et nous voyons tous, nous sommes témoins de ce qui s'est passé récemment, notamment avec le scandale des élèves. Il y a un besoin important de comprendre ce que vous faites pour que justement les mentalités puissent changer. Avant que nous puissions vous donner la parole, je voudrais brièvement passer la parole aux représentants de 4 services qui sont censés collecter taxes, impôts et redevances pour que vous puissiez de manière sommaire avoir une idée de comment ils vont contribuer au déroulé de cette campagne et finalement à quoi ils servent. Je voudrais commencer par la Direction générale de recettes administratives et domaniales, Madame Magin Sambi. Nous voudrions que vous puissiez sommairement nous dire la DGRAD c'est quoi et quel est le lien, à quel moment le Congolais a un lien avec votre service qui s'appelle la DGRAD. Vous pouvez prendre la parole, oui, s'il vous plaît, en quelques minutes, comme ça peut permettre à ceux qui nous suivent à la maison de comprendre le sens de votre service et pourra canaliser les questions qui viendront des professionnels des médias. Vous pouvez juste retirer votre masque quelques minutes. Évidemment, la DGRAD a besoin d'être expliquée. D'abord, ça s'appelle la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations. Voilà. Donc, il y a les recettes administratives, il y a les recettes qui relèvent du domaine de l'État, il y a des recettes qui relèvent des activités des cours et tribunaux. Ensuite il y a les recettes qui relèvent des participations de l'État. C'est-à-dire quand l'État opère comme une entreprise, comme une société avec les privés, il doit avoir aussi ses dividendes. Donc ce sont ces recettes qui sont encadrées par la DGRAD. Donc la DGRAD, c'est une expérience essentiellement congolaise. Il n'y a pas la DGRAD dans un autre pays du monde. C'est pourquoi, à chaque fois que nous avons l'occasion d'insister sur la DGRAD, nous expliquons toujours pour une meilleure compréhension. Les impôts, tout le monde sait, c'est un prélèvement obligatoire. La DGDA, on importe les marchandises, on paye, ou bien on sort les marchandises, on paye. Nous, c'est toute l'activité de l'administration. Quand vous entrez en contact avec l'administration, dans les conditions fixées par l'État congolais, la contrepartie de ce service-là que l'administration vous rend, ce sont les recettes non fiscales telles que fixées par la loi qui sont encadrées par la DGRAD. Exemple, vous avez besoin d'un passeport. Dans toute société civilisée, ce sont les pouvoirs publics, les lois et règlements qui fixent les modalités d'obtention de ces passeports-là. Vous allez commencer naturellement par les affaires étrangères qui ont la police, mais quand il y a des sous à payer, vous allez passer par les ministères des Finances à travers la DGRAD. L'historique, c'est quoi? Donc, à l'époque, il n'y avait pas la DGRAD. Et vous allez trouver que dans tous les ministères et services publics de l'État, il y a ce que nous appelons les comptables publics. Ces comptables publics-là, ils étaient là pour représenter les ministres des Finances dans l'ordonnancement et le recouvrement des recettes. Donc, avec le temps, et à l'époque, ce sont des faits historiques. D'ailleurs, les recettes non fiscales contribuaient au budget de l'État vers les années 60 à 45%. À l'époque de la création de la DGRAD, ces recettes-là n'étaient qu'à 2 ou 3%. On les appelait d'abord les recettes résiduelles. Il n'y avait même pas de rubrique dans les budgets. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Comme la GECAMIN et la MIBA, à ce moment-là, suffisaient pour couvrir toutes les dépenses de l'État dans le budget, donc les pouvoirs publics avaient négligé
un peu ces recettes-là qui, in fine, étaient consommées à la source par les différents ministères et services qui posent les actes de l'administration. Donc, c'est pour cela qu'on a créé le service pour récolter tout ce qui est recettes non fiscales. Contrairement à la DGI, nous, c'est une contrepartie. Vous avez besoin d'un passeport, vous allez, si vous réalisez les conditions fixées par le ministère des Affaires étrangères dans la loi particulière, vous allez venir à la DGRAD pour l'ordonnancement et le recouvrement. Donc, c'est ça, brièvement, la DGRAD. Voilà, madame. Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation. Voilà. Mais... Vous qui habitez les maisons de l'État, vous devez passer par la DGRAD. Ce sont les loyers. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Tout celui qui veut faire les activités sur les sols congolais doit payer certains frais. Les règles pour qu'on puisse vous octroyer, c'est le ministère des Affaires foncières. Mais le paiement des frais, c'est le ministère des Finances. Du fait qu'en réalité, le ministre des Finances, c'est lui l'ordonnateur général des finances publiques. Donc c'est ça. Nous sommes en train de travailler pour des compétences qui nous ont été déléguées par le ministre des Finances. Voilà. Voilà, Madame Magui, merci beaucoup de vos mots introductifs. Je crois que ça va permettre d'enrichir les débats, parce qu'ici, nous faisons une campagne fiscale et c'est à travers ces régies financières, notamment, que cette campagne doit se mener. Nous allons passer la parole au directeur général de la Direction générale de douane et accises, M. Kongolo, qui va lui aussi nous dire brièvement, DGDA, on l'appelle communément au FIDA, qu'est-ce que vous prélevez et à quel moment le Congolais est appelé à recourir à vos services. Vous pouvez juste enlever votre masque pour une meilleure compréhension. Merci. Bien, merci beaucoup. La Direction générale des douanes et accises, appelée anciennement OFIDA, c'est-à-dire on l'appelait Office des douanes et accises, en ce moment-là, c'était une entreprise publique. C'est-à-dire qu'à l'époque, alors qu'on était en partenariat avec l'Union européenne, et en ce moment-là, le service public douane et accises était transformé en une entreprise publique avec un conseil d'administration. C'est en ce moment-là qu'on l'appelait OFIDA. En 1989, il y a eu, l'OFIDA est redevenu Direction générale des douanes et accises, relevant directement du ministère des Finances. À l'époque, quand c'était OFIDA, il relevait d'un côté sur le plan technique du ministère des Finances, sur le plan administratif du ministère du portefeuille. Bien, en quoi consiste la Direction générale des douanes et accises? En fait, quand vous l'entendez, il y a douane, il y a accises d'un côté. Et même le mot douane prête toujours à confusion. On trouve peut-être que douane, c'est tout celui qui se trouve à la frontière. Ou douane, c'est la frontière tout court. C'est ce que l'on dit. Accises, ça veut dire simplement consommation. Ce sont les droits de consommation. Alors, l'administration générale, enfin l'administration des douanes et accises a 3 missions. La première mission est une mission fiscale, c'est-à-dire percevoir les droits et taxes lors de l'importation, de l'exportation ou alors des transits de marchandises à l'entrepôt, et de percevoir toutes les autres taxes, parce que maintenant là, on perçoit aussi même pour compte des tiers, parce que tous les services ne devront pas se retrouver à la frontière. Ces charges-là sont confiées à l'administration des douanes et accises. L'autre mission, c'est une mission économique. C'est dire que lorsque l'État, on voudrait protéger les entreprises locales, on peut fixer des taxations qui peuvent être en mesure de pouvoir contraindre certains produits qui viennent de l'extérieur de ne pas primer les produits fabriqués localement, ou même aussi d'empêcher que certaines marchandises ne puissent entrer dans le pays parce qu'elles vont
commencer à concurrencer les entreprises locales qui sont en train de fabriquer localement. Mais une autre mission, c'est une mission sécuritaire. J'ai dit, par exemple, la douane ne peut pas permettre que certaines entreprises entrent au pays parce que ce sont des marchandises illicites, des marchandises qui peuvent nuire à la sécurité du pays, des marchandises qui peuvent nuire à la santé de la population. La douane est là pour surveiller les frontières par rapport à cela. Voilà, brièvement, ce que l'on appelle, ou quelles sont les attributions de l'administration des douanes et accises. Je disais bien, effectivement, que pour les accises, il s'agit des droits de consommation qui sont frappés soit sur les produits locaux, fabriqués localement. Ces produits-là peuvent être des produits que l'on, sur le plan du niveau de toxicité, par exemple, pour certains produits, le gouvernement prend la décision, l'État prend la décision de pouvoir contraindre que l'on puisse taxer. Certains produits nuisent à la santé et il faudrait qu'on les taxe, notamment des bières, et des tabacs, les autres produits cosmétiques. Mais ce sont des produits que l'on dénombre, que l'on peut dénombrer facilement. On peut prendre 10, 20 ou même 30 produits dans certains pays que l'on taxe parce que ces produits-là peuvent polluer peut-être l'environnement. Et en ce moment-là, on les taxe. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général Aïe, pour vos mots introductifs. On va passer la parole au directeur de communication, Jean-Mouté Bakassénue, de la Direction Générale des Impôts, qui va brièvement présenter sa structure et dire le lien qui doit exister entre le Congolais et la DGI. Merci, Excellence, pour la parole. La Direction Générale des Impôts est un service public de l'État congolais qui est placé sous tutelle du ministère des Finances et qui exerce ses attributions sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en matière fiscale. Mais il faut noter là-dessus que cette direction, anciennement appelée direction des contributions, qui était une direction au sein du ministère des Finances et qui relevait de l'autorité du secrétariat général aux finances, mais qui en 1988 est devenue pour la première fois direction générale des contributions. C'est ça l'évolution de la direction générale des impôts. Anciennement appelée direction des contributions, relevant du secrétariat général des finances, en 1988, elle deviendra direction générale des contributions à sa création, qui est un service public de l'État, qui relève de l'autorité du ministère des Finances et qui a comme mission de collecter les impôts en République démocratique du Congo. Ça, c'est la première mission de la Direction générale des impôts. Eh bien, le terme impôt a plusieurs impôts là-dedans. Nous pourrons peut-être y revenir avec les questions des journalistes. Et la deuxième mission de la Direction générale des impôts, c'est d'assister le gouvernement en tant que conseiller sur le plan de la conception des lois, sur le plan des conventions internationales qui ont une incidence sur le plan fiscal. Et cette Direction générale des impôts va devenir en 2003 la Direction générale des impôts, anciennement Direction générale des contributions, et qui deviendra Direction générale des impôts à la suite des réformes initiées en 2003 qui ont pu changer le terme contribution en termes impôts. Voilà l'évolution historique de la Direction générale des impôts. Mais ici, il faut relever une chose. Dans la confusion, parce que nous sommes dans le cas de changement de mentalité, beaucoup même parmi nous pensent que lorsqu'on parle de la Direction générale des impôts, cela ne concerne que les entreprises. Voilà pourquoi à la Direction générale des impôts, on parle des contribuables. Un contribuable, c'est toute personne physique ou morale qui exerce une activité soumise au paiement de l'impôt. Tel que nous sommes ici, en commençant par votre autorité, nous sommes tous des contribuables. Et à ce titre, nous devons payer les impôts. Le système fiscal congolais repère un ensemble d'impôts, mais il faut noter que pour être d'abord contribuable, il faut disposer d'un numéro impôt.
Les numéros impôts, c'est un identifiant qui, à la différence d'autres identifiants, qui sont par exemple les numéros d'identification nationale ou les autres numéros d'identification administrative, mais c'est un identifiant fiscal qui permet à toute personne, comme je venais de le dire, personne physique, personne morale, de payer ses impôts auprès de la Direction générale des impôts. Mais le terme impôt, comme les prédécesseurs l'ont dit ici, c'est un prélèvement opéré par voie d'autorité sans contrepartie. Donc on ne paye pas l'impôt pour s'attendre à obtenir par exemple un passeport ou pour s'attendre à obtenir un service. On paye l'impôt en tant que sa contribution au développement du pays. Et tout à l'heure, le conseiller principal l'a dit, vous-même vous l'avez aussi répété, un pays fort, c'est un pays où toute la population contribue. Et à ce jour, il est vraiment inadmissible de constater que la République démocratique du Congo, qui est un pays qui a, en dehors des statistiques établies, qui disposerait d'une population avoisinant les 100 millions de contribuables, de population, puisse n'avoir dans le répertoire fiscal que 200 000 contribuables. Alors que le pays qui nous environne ici, ce sont des pays qui comptent plus de 1 500 000 contribuables. Et donc cette campagne, comme nous l'avons souhaité, permettra à ce que dans nos régies, qu'il y ait quand même un accroissement des recettes par rapport aux potentialités qui regorgent notre pays. Voilà brièvement par là, lorsque nous entrerons dans les détails, il y aura des questions spécifiques pour vous éclairer maintenant qui est contribuable, quelles sont ses obligations fiscales, quels sont les impôts gérés par la Direction générale des impôts, parce que de manière globale, quand on parle d'impôts, il y a plusieurs cédules à ce qui concerne les impôts gérés par la Direction générale des impôts. Merci. On va passer la parole pour terminer à M. Félicien, qui est directeur général de la DGRK, M. Félicien Koulouta, pour expliquer alors la démarcation qu'il y a entre DGI, DGDA, DGRAD et la DGRK, qui est une direction générale de recettes provinciales, parce qu'il existe des impôts qui ne peuvent être perçus que par les provinces. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Okay, merci beaucoup, Excellence, de la parole que vous me donnez. Effectivement, il y a une démarcation entre DGRAD, DGI et DGRK. En résumé, la DGRK, c'est un service public de la ville de Kinshasa qui est doté pas de personnalité juridique, mais d'autonomie financière et administrative, qui a pour mission de collecter des impôts et taxes ainsi que des redevances qui sont revolues à la ville de Kinshasa. Par cette mission, du point de vue de sa nature, la DGRK paraît comme hybride. Il prend à la fois une partie de pouvoir de la DGI en termes des impôts qui sont rétrocédés aux provinces. Et ici, je vais citer l'impôt foncier, l'impôt sur le véhicule, l'impôt sur le revenu locatif, ou les retenues sur les loyers, que nous appelons ici l'IREL et la retenue locative. Et nous avons également, je parlais de l'impôt sur le véhicule et la taxe spéciale de circulation routière. Là, ce sont des impôts qui ne demandent aucune contrepartie lorsqu'on doit s'en acquitter, parce qu'ils sont requis d'autorité. Donc, lorsque vous avez une maison, vous devez payer l'impôt sur... Ceux qui sont concernés par la DGRK, c'est nous tous qui sommes là. Je suppose que nous tous, nous pouvons avoir une propriété bâtie à travers une maison, un appartement, la villa, et nous sommes obligés de payer l'impôt foncier. Une fois par an. Une fois l'an. Et là, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le samedi, a exhorté tous les défaillants, tous les retardataires à l'impôt foncier exercice 2021 de s'en acquitter au plus tard le 31 décembre sans pénalité, parce que c'est un impôt annuel. Donc ceux qui n'ont pas encore payé doivent s'en acquitter. Donc ça, c'est pour l'impôt foncier. Nous avons tous les locataires, tous ceux qui sont locataires dans des maisons, des propriétaires
Par exemple, vous avez une maison, mais vous avez des locataires. Le locataire a l'obligation de retenir chaque mois 20% sur le loyer qu'il vous donne bailleur. C'est les locataires qui payent à la DGRK. C'est le locataire qui est appelé redevable. C'est lui qui doit payer à la DGRK. Pas le bailleur. Ne payez pas. Vous ne pouvez pas payer la totalité au bailleur. La DGRK va vous suivre, vous les locataires. C'est le locataire qui est le redevable, tandis que le propriétaire est l'assujetti réel. C'est lui qui va payer l'IREL à la fin de l'année, qui est de 2%. Donc voilà, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu locatif. Et là, nous avons un petit problème avec la DGI. Il va falloir qu'on puisse se mettre ensemble pour discuter un peu, parce qu'il y a des sociétés qui se créent aujourd'hui en termes de sociétés immobilières et qui préfèrent payer l'IBP. Et là, ils déclarent des pertes. Ils échappent à l'impôt sur le revenu locatif chez nous, et au niveau de la DGI, ils ne payent pratiquement rien, et ce qui fait que c'est l'État qui perd. Donc si nous pouvons entrevoir des réformes aussi dans ce sens-là, que tous ceux qui sont en société immobilière rentrent payer l'impôt sur le revenu locatif dans des provinces, ça serait une bonne affaire. Et nous avons l'impôt sur les véhicules, et avec la taxe spéciale de circulation routière, que nous recouvrons en termes de la vignette. La vignette, c'est l'impôt sur le véhicule. L'impôt sur le véhicule, c'est l'impôt. La taxe spéciale de circulation routière, c'est également un acte, et nous recouvrons les deux sous forme de la vignette. Alors, les deux nous mettons à la fois, c'est la vignette, et là, comme le gouverneur l'a dit, le 20 septembre, ça sera le recouvrement forcé, parce que la campagne a commencé depuis janvier de cette année. Plusieurs fois, nous avons reporté cette campagne. Monsieur le directeur général, nous y reviendrons. Il ne faudrait pas susciter... Voilà, donc j'étais en train juste de dire ceux qui sont concernés par ce que nous organisons. Tout à fait. Donc voilà, notamment, c'est tout celui qui a un véhicule, il doit s'apprêter à s'adresser à la DGRK pour sa vignette. Nous avons au-delà de ces impôts les taxes. Et là, au niveau des taxes, nous fonctionnons un peu comme la DGRAT. Là, nous avons des actes, des taxes qui sont rétrocédés aux entités territorialement décentralisées qui figurent dans la nomenclature. Et ce sont ces taxes-là que la DGRK a le pouvoir de recouvrer. Mais là, la DGRK n'a pas toutes les phases. La DGRK n'a que l'ordonnancement et le recouvrement. Tandis que l'assiette est réservée au secteur qui fait la police de ces actes. Donc voilà. le service d'assiette. Voilà, merci Monsieur le Directeur Général de la DGRK pour vos mots introductifs. Alors on va revenir sur le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas d'abord les régies. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les civismes fiscal comme point essentiel dans la campagne pour le changement de mentalité. Parce que très souvent, on s'est plaint de l'État. Ah, les athées. Ah, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais pour que l'État soit en mesure de rendre ses services, l'État doit être financé. Ces financements viennent des citoyens. Alors, la question immédiate, c'est de dire, vous, qu'est-ce que vous faites? Parce que si on vous donne l'argent, vous faites autre chose. Parce qu'il y a justement ces problèmes de confiance. C'est pour vous dire que le président de la République est conscient de cette réalité. S'il a tenu lui-même à lancer cette campagne, et vous avez vu que toutes les institutions étaient représentées, c'est parce que nous voulons marquer la différence justement. Nous voulons commencer à rétablir cette confiance où, lorsque vous donnez $1 à la République, vous voyez c'est à quoi ces dollars servent. Nous avons 30 minutes pour échanger parce qu'il faudra libérer les temps d'antenne. On va nous lancer avec Israël Moutala et nous reviendrons par... allez-y, comme ça, en attendant qu'Israël ne pose sa question. Allez-y, monsieur le coordonnateur. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, à la fin de tout ce que nous venons d'écouter, nous nous rendons compte que l'État est capable de mobiliser beaucoup de recettes pour pouvoir accomplir ses missions. Mais quand nous écoutons les uns les autres, nous nous rendons compte que soit l'argent est pris de la source et arrivé au milieu
ça s'évaporise. Ça n'arrive pas à la fin. Soit la petite quantité qui est prise à la source, qui arrive plutôt à la fin. À partir de la fin, on prend aussi ce qu'on peut prendre et l'État reste avec les miettes. Donc c'est pour dire que le premier problème de notre pays, c'est l'homme congolais d'abord. Quand nous regardons le système tel qu'il est établi, les lois qui existent, les dispositions qui ont créé tous ces services montrent qu'il y avait une intelligence pour pouvoir permettre à ce que l'État ait le moyen pour accomplir ses missions. Mais l'homme qui a mis tout cela en place s'était vertué et était aussi ingénieux pour pouvoir contourner tout cela afin de pouvoir se faire le poche plein. Donc, nous avons tous la responsabilité de nous dire nous ne pouvons plus continuer à aller dans cette direction, sinon nous allons tous aller dans le mur. Tout le monde est interpellé. Le responsable, les dirigeants, le petit peuple, les économies, les sociétés, toutes les sociétés, les entreprises petites, moyennes, grandes. Nous sommes tous interpellés à pouvoir jouer chacun son rôle. Et c'est comme cela que nous allons conjurer ensemble la pauvreté dans notre pays et nous serons un pays capable de pouvoir se mesurer avec d'autres pays. Merci. Question, Israël Moutala. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Ma première question s'adresse à M. Kangoudia. Il a fait une première campagne sur le changement de mentalité. Apparemment, c'est un échec. Rien n'a changé dans la société. Quelles sont les garanties que cette campagne sur le fisc fiscal va aboutir? Parce qu'il y a plusieurs pesanteurs. Première pesanteur, les dirigeants eux-mêmes ne font pas la transparence sur leur salaire. Voilà. Ça veut dire que le président lui-même n'avait pas donné son propre salaire lorsqu'on lui avait posé cette question. Il y a cette opacité autour des salaires des dirigeants qui n'incite pas au civisme fiscal. Il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes aussi de la structure du budget. Pourquoi les gens vont payer l'impôt quand on sait que 90% des recettes qu'ils vont collecter vont aller alimenter le train de vie de l'État en termes de salaire et de fonctionnement et que 10% seulement seront consacrés à l'investissement. La campagne de changement de mentalité n'a pas marché au niveau des dirigeants. Tous les dirigeants ont des véhicules bâchés alors que c'est illégal. Ils se comportent en hors la loi sur les chemins en prenant tout ça. Donc nous sommes dans une société corrompue mentalement et ça n'a pas changé. Et qu'est-ce qui vous dit que ça changerait aujourd'hui? Surtout qu'on touche au nœud du problème qui est la richesse, qui est l'argent. Et mes deux dernières questions, des petites questions, c'est aux responsables de régie financière ici. C'est par rapport comment peuvent-elles se rendre utiles dans cette campagne pour le civisme fiscal. On sait aussi que une partie du problème, ce sont les régies. Quand vous allez dans les régies, le personnel est mal payé et le personnel lui-même est corrompu, le personnel lui-même fait parfois des malversations financières. Donc la question aussi se trouve au niveau des régies. Et enfin, quels sont les mécanismes pour sécuriser les deniers publics qui sont mis en place chez elles pour éviter le coulage? La chaîne e-recette jusqu'à aujourd'hui date d'avenir, il y a toujours des pesanteurs. Donc on comprend que sur la question de l'argent, en RDC, c'est une opacité totale. Les vraies réformes ne sont pas faites. Voilà les vrais problèmes. Merci. Merci. Pour des besoins de méthodologie, toutes les questions qui seront destinées aux régies seront enregistrées. Parce que si chaque fois ils doivent répondre au ping-pong tel que nous les faisons, nous n'aurons pas assez de temps. Donc les questions destinées aux régies seront enregistrées et ils répondront une fois pour toutes quand la parole leur sera donnée. Vous pouvez, Cordon, vous pouvez répondre. Nous répondons au ping-pong ici. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Israël Moutala. Vous avez dit que la première campagne du changement de mentalité n'a pas réussi. Je voulais savoir laquelle. Non à la haine tribale, non à la violence, toutes les affiches dans la ville. Voilà, je n'ai pas vu le civisme routier. Merci. Tout ça, absolument. Et petite anecdote. Merci, j'ai compris la philosophie. Au fait, les affiches telles que vous les aviez vues, c'était tout simplement une façon de pouvoir annoncer les différentes campagnes qui vont se suivre.
Donc, jusque-là, on attendait le moyen pour pouvoir aller à l'action. On va dire que la première campagne que nous avons commencée sur terrain, c'est la campagne au civisme routier. Et cette campagne, nous ne pouvons pas dire que nous avons tout réussi, mais nous pouvons dire que nous avons aidé la population à comprendre que aujourd'hui, si nous nous y mettons tous, les choses peuvent changer. Partout où nous avons placé nos volontaires et qui sont en train de travailler aux côtés de la police et qui interpellent les usagers de la route, nous voyons que certaines personnes changent. Je vais donner l'exemple. Vous allez à Kitambo, vous allez voir que le parking de Wewa, avant que nos volontaires n'arrivent, c'était tout désordonné. À un certain moment, c'est devenu ordonné. On aide même aux passants, aux piétons, de pouvoir traverser là où ils doivent traverser. La campagne a pour but de pouvoir éduquer, sensibiliser, instruire la population pour que cette population s'approprie d'une façon de se comporter et que ça devienne une seconde nature en réflexe pour que tout le monde commence à se comporter d'une manière normale sur la route. Il faut dire que le chemin est très long. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Le changement de mentalité, avec 14 personnes qui composent cette structure, avec face à la réalité difficile que nous avons tous connue et que nous connaissons tous, l'inversion de mentalité, ça fait 60 ans que ça continue. Vous ne pouvez pas demander à ce que ça soit fait par une structure qui n'a que 14 personnes et qui, excusez-moi, avec un budget, parce que Covid est passé par là, parce que les recettes n'arrivent pas, donc un budget qui n'est pas vraiment à la hauteur de ce que nous sommes censés faire, de pouvoir produire quelque chose. Mais maintenant, M. Moutala, vous devez aussi comprendre que le changement de mentalité, ce n'est pas une question d'une structure, mais c'est une question de tout un peuple. C'est une question de toute une population qui s'est dit, depuis longtemps nous avons agi de cette façon. Il est temps maintenant que nous pouvons changer la façon de faire les choses. Nous ne pouvons pas attendre arriver à une destination différente du moment que nous continuons à faire les mêmes choses comme par le passé. Donc c'est très important de pouvoir le savoir. Nous allons continuer à nous battre avec les organisations non gouvernementales, avec les églises, avec tous ceux qui sont déterminés, qui ont compris que l'heure du changement est arrivée, pour que nous puissions commencer à faire quelque chose. Il faut un début. Et ces débuts-là, nous pensons que c'est aujourd'hui. Nous avons lancé le samedi. Je n'ai pas appelé le ministre des Médias pour pouvoir lui dire « Est-ce que vous pouvez m'accompagner ?» Lui-même m'a envoyé un message pour dire « Je veux vous accompagner ». Donc voilà. Donc il a compris que c'est une question de la République et non pas une question d'un service spécialisé qu'il peut être. Pour ce que vous avez dit, quelle est la garantie que celle-ci va réussir? Mais ça va réussir parce que vous allez être pris à contribution. Vous n'allez pas continuer à penser que c'est quelque chose qui vient de la CSM, Coordination pour le changement de mentalité. Moi, Israël Moutala, en tant que journaliste, j'ai un rôle à jouer. Quel est le message que je dois communiquer pour que le peuple puisse pouvoir s'en approprier afin que tous ensemble nous puissions changer? Nous allons changer. Pourquoi? Parce que les régies financières sont là, déterminées, pour que nous puissions changer. Le Premier ministre, j'ai eu un entretien avec lui avant le lancement de la campagne. C'est un homme qui est résolument déterminé à ce que les choses changent dans ce pays. J'ai rencontré quelques ministres qui sont déterminés à pouvoir changer la façon de faire les choses. Donc, vous comprenez que nous sommes en train d'aller vers la tête qui s'engage dans quelque chose comme responsabilité avec éthique et morale pour que les choses ne puissent plus être comme c'était dans le passé. Et nous croyons qu'un pas peut appeler un deuxième pas, peut appeler un troisième pas. Donc voilà, le premier pas a amené l'homme sur la Lune. Et nous croyons que le premier pas que nous venons de faire, ou le deuxième pas avec cette campagne, ça va amener le changement. Et nous sommes déterminés avec le chef de l'État pour que ça puisse changer les choses. Maintenant, je vais conclure par ceci. On ne peut pas attendre le changement dans une année pour un pays qui a sombré pendant toutes ces années. Mais nous sentons déjà ceux qui étaient en train de dire Congo et Kobongaka, jamais. Si vous êtes attentif, vous n'entendez plus ces discours-là. Les gens sont en train déjà d'avoir de l'espérance, de croire qu'un jour, parce qu'il y a des signaux que le chef de l'État pose, que le gouvernement pose, qui montrent que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. Avec les recettes
que nous avons connues ces derniers temps, où les régies financières nous disent qu'il y a eu donc des recettes qui se sont accrues. Ça montre qu'on est en train de fermer les robinets. L'IGF est en train de faire le travail de traquer tous ceux qui sont en train de mal gérer l'argent qui appartient à tous les Congolais. Et nous sommes avec l'IGF dans cette campagne en train de traquer. Demain, ça va changer et nous allons voir que ce pays va redevenir un pays normal comme tous les autres pays. Jérôme Sekana, mais entre-temps, je crois que la question du changement de mentalité, c'est une question qui nous concerne tous, comme le cordon l'a dit. Mais lorsque le président de la République s'implique, c'est parce qu'il faut rappeler un certain nombre de fondamentaux sur lesquels une société doit être construite. Notre société, elle est en crise. L'école est en crise. La famille est en crise. Les hommes politiques qui sortent de ces familles et de ces écoles sont tout aussi en crise. Mais nous avons l'avantage de reconnaître cette crise et de commencer à y travailler pour en sortir. C'est même là la sensibilité ou l'importance d'avoir cet échange franc avec vous qui êtes les vecteurs sociaux pour que nous tous nous puissions comprendre. La coordination ne fait qu'un travail de relance des idées, mais ce sont des choses que nous sommes censés apprendre à la maison, l'éducation, à l'école, l'instruction, à l'église, les enseignements. Jérôme Sekana, pour votre question. Merci, Excellence, pour la parole. Je suis un homme heureux. Tout simplement parce que, enfin, le gouvernement va nous rejoindre dans ces combats que nous menons depuis 25 ans dans ce pays. Je n'ai pas de questions pour les régies. Tout simplement parce que, aujourd'hui, toutes les régies financières sont pilotées par des professionnels. Et toutes les assignations, les plafonds des assignations explosent. Parce qu'on compte, on apprécie un responsable des régies par la mobilisation des recettes. Mais par contre, j'ai une question pour les coordonnateurs et 2 questions pour vous. C'est dommage que peut-être votre collègue des finances n'est pas là, mais vous représentez le gouvernement. C'est que partie remise, c'est une première d'une longue série, il sera là. Je vous couvre de fleurs, monsieur le coordonnateur. Mais nous devons faire très attention, il ne faut pas que nous puissions rater les décollages. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Vous savez, il y a de l'expertise dans ces pays en termes de sensibilisation sur les civismes fiscal. C'est pour la première fois dans l'histoire de ces pays où le gouvernement met sur la table 7 500 000 $ américains pour une campagne de civisme fiscal. C'est pour la première fois dans ces pays où on voit le gouvernement, les chefs de l'État, tout le monde est mobilisé. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelques ratés déjà au départ. Sur base de quoi vous avez sélectionné les 10 médias qui doivent vous accompagner dans la mesure où vous n'avez pas fait une enquête médiamétrique. Le ministre qui est à vos côtés n'a pas encore fait l'enquête médiamétrique. Est-ce que vous avez la cartographie psychosociale du civisme fiscal en République démocratique du Congo? C'est un outil très important qui va vous permettre de faire ce travail. Et en 3e position, est-ce que vous avez prévu les recyclages? Vous avez en face de vous des journalistes que nous avons eu à former avec l'argent du gouvernement dans les cadres d'étoiles d'araignée. Il y en a 150 qui ont été formés, mais qui chôment. Est-ce que vous avez prévu des gens qui peuvent essayer de vous accompagner et qui maîtrisent la chose au lieu de tâtonner? Alors, côté gouvernement, la campagne a 2 volets. Depuis qu'on a commencé, j'ai comme l'impression que nous nous intéressons beaucoup en ce qui concerne les civismes. Mais il y a ce que nous appelons, nous tous, vous et nous, la gestion responsable des deniers publics. Lorsque vous avez, au niveau des institutions qui sont extrêmement budgétivores, 90% des recettes mobilisées sont consommées pour des dépenses de prestige au niveau des institutions. Vous avez un conseiller principal du chef de l'État qui touche plus de 20 millions de francs congolais, alors qu'un policier touche 250 000 francs congolais. Un inspecteur des finances qui touche 10 000 $, alors qu'un enseignant touche 250 000. Il y a injustice et ça viole l'article 58. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Ça viole l'article 58 de notre Constitution qui dit que tout Congolais a le droit de jouir des richesses de cette nation et l'État doit en garantir
une redistribution équitable. Question. Le Premier ministre... Jérôme, s'il vous plaît, Bon, s'il vous plaît, c'est un exercice pédagogique. La question principale a été posée, je vous répondrai. Permettez aux autres C'est une journalistes question de que je poser. vous pose, monsieur le ministre. Le Premier ministre a décrété ce qu'on a appelé la réduction du train de vie des institutions. Nous, au niveau des toiles d'araignée, nous avons compris que pour permettre à ce que les gens rétablissent la confiance, il faut réduire ce train de vie de plus ou moins 50%. Train de vie des institutions. On peut commencer à vous répondre, s'il vous plaît. On pourra continuer par après, mais ce qui est vrai est que pour rétablir cette confiance-là, le gouvernement doit faire patte blanche, les institutions doivent arrêter de faire des dépassements de plus de 2000%. Alors, il faut que nous soyons méthodiques si vous voulez que nous puissions être efficaces. J'ai donné la parole à 2 journalistes, c'est 6 ou 7 questions. Alors, si nous voulons être sûrs que tout le monde participe, souffrons que chacun de nous pose une question. Comme ça, ça nous permet de répondre. Le sujet, il est vaste. Il y a des préoccupations pour lesquelles nous vous donnerons des réponses aujourd'hui et pour lesquelles le ministre des Finances reviendra et pour lesquelles, pourquoi pas, on s'entend le président de la République lui-même. Parce que nous avons la volonté, la détermination de mettre ces pays sous un autre diapason. Et nous savons que nous-mêmes, en tant qu'autorité, il nous revient. Ce n'est pas pour rien que ces jours-là, les présidents de la République étaient les premiers à faire le tour des différents stands. Il a son numéro d'impôt, il a payé. D'ailleurs, vous devez aussi avoir votre numéro d'impôt. J'espère que vous l'avez parce que vous nous parlez des fiscalités. Coordonnateur, vous allez répondre rapidement. Je compléterai, et puis on va aller très vite pour éviter que nous puissions nous éterniser. Pasteur. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Jérôme Sakania, merci pour votre préoccupation, votre question. Je vais tout simplement d'emblée dire que le gouvernement n'a pas mis 7 500 000 $ sur table pour cette campagne. Donc, vous n'avez pas peut-être d'informations. Donc, nous n'avons rien jusque-là. Excusez-moi, mais j'ai dit ceci, nous n'avons rien jusque-là, absolument rien par rapport à cette campagne. Nous avons fait le budget que nous avons déposé, mais nous n'avons absolument rien. J'ai dit 0 sur cette campagne dont vous avez parlé. Donc vous pouvez vous tranquilliser. Lorsqu'il y aura l'argent, on pourra le dire, parce que nous voulons être exemplaires, nous allons donner l'exemple. Je pense que là, vous devez vous apaiser. La deuxième préoccupation, nous sommes trop petits pour que nous puissions prétendre qu'à nous seuls, nous allons organiser cette campagne et pouvoir l'amener à bien jusqu'au bout. Vous serez surpris que vous êtes répertoriés dans ceux qui vont venir nous accompagner selon votre expertise pour pouvoir accomplir dans votre secteur ce que vous pouvez faire pour que nous puissions avoir la réussite qui ne sera pas la réussite d'un service spécialisé, mais la réussite de la République. Parce que la victoire sera la victoire du peuple congolais et non pas la victoire d'un individu. Donc nous avons à peu près une 50aine de parties prenantes. Ceux qui ont participé à l'élaboration des termes de référence, ceux qui ont participé aussi à la validation des termes de référence, on a pris en compte tous les services presque. Donc ces jours-là, le samedi, je n'avais pas le temps de pouvoir lire devant tout le monde les différentes parties prenantes, ceux qui vont participer à cette campagne-là, mais vous serez invités. Donc nous n'avons pas de prétention. Et nous ne pouvons pas prétendre faire quelque chose, surtout dans le domaine dont nous n'avons pas l'expertise. Donc c'est très très important de savoir, vous serez pris à contribution et tout le monde sera pris à contribution. C'est la raison pour laquelle vous voyez, ce soir, nous sommes là avec Monsieur le ministre, mais nous avons les experts dans les questions fiscales qui sont venus pour pouvoir répondre, parce que nous ne pouvons pas répondre comme eux. Donc c'est très important de pouvoir le savoir. La campagne vient d'être lancée. Monsieur le ministre, si vous permettez, je vais dire 2 petits mots sur la méthodologie que nous sommes en train d'adopter. Il y aura des conférences avec les églises. Il y aura des conférences avec les médias. On va avoir tous les médias, un séminaire avec tous les médias. Le ministre, d'ailleurs, nous en avons parlé, donc il peut me paraphraser avant-hier là-dessus. Nous aurons la conférence avec les conférences ou bien les séminaires avec les leaders d'opinion.
donc les artistes et tous ceux qui ont une influence sur un groupe de gens donc, qui sont derrière eux. Donc nous aurons des séminaires avec des étudiants qui sont en train de finir pour aller embrasser les carrières donc professionnelles ou bien qui veulent devenir des chefs d'entreprise et consorts. Donc nous aurons des séminaires ou des conférences dans les écoles pour pouvoir donc, travailler sur les mentalités à préparer une génération qui va être une génération spontanée à payer les impôts. Donc on va toucher tous les secteurs. On va avoir des conférences avec des décideurs. Donc les régies financières, on aura des séminaires avec les régies financières pour pouvoir leur permettre à pouvoir encore davantage travailler pour accroître les recettes. Donc avec la Banque centrale, on aura... Donc rassurez-vous, même la NER sera à contribution, la DGM sera à contribution, la Cour des comptes sera, le Conseil supérieur de la magistrature, toute la magistrature sera à contribution. Donc tout le monde, dans cette campagne, va jouer un rôle pour que nous puissions inverser les valeurs pour que ce pays puisse pouvoir réellement décoller. Donc, ayez vos apaisements. Donc, ces préoccupations que vous avez, je pense qu'elles trouveront des réponses d'ici peut-être 3 mois ou 4 ans. Voilà. Alors, sur la question par rapport à la gestion responsable des deniers publics, la campagne, c'est une structure de la présidence qui l'a préparée. Ça veut dire que nous sommes conscients des défis que nous relevons. Ici, ce n'est pas les autres qui viennent faire à notre place. On n'a pas attendu que M. Sekane prenne la parole et dise ceci, cela, pour que nous puissions nous-mêmes commencer à agir. Alors, la difficulté que nous avons dans ce pays, c'est que nous sommes pauvres, très pauvres, tellement pauvres, que parfois nous versons dans des formes, des comparaisons, je suis désolé, qui peuvent paraître, je ne trouve pas le terme exact, mais on ne peut pas tous être logés à la même enseigne. L'enjeu, ce n'est jamais d'avoir un soldat et un général avoir les mêmes revenus. Quoi qu'il en soit, dans aucune société au monde où on a fait la redistribution de la richesse, vous trouvez cette réalité. L'idée, c'est de dire que chacun se suffise là où il est. Et dans tous les pays du monde, où les citoyens payent leurs taxes, ils voient c'est à quoi servent ces taxes. Je vous donne un exemple concret pour ceux qui vont en Europe. Vous savez que les soins médicaux coûtent très cher. Vous savez par exemple le transport, les métros, c'est les moyens de transport le moins cher, mais une rame des métros coûte 200 à 300 millions de dollars. Mais parce que c'est subventionné. Parce qu'il y a une caisse quelque part qui s'appelle l'État, où tout le monde contribue, et l'État s'affaire à équilibrer les disparités pour ceux qui n'ont pas de ressources. Les programmes de la gratuité de l'enseignement, c'est un exemple de ce qui se passe en Europe. Ici, nous avons un budget étroit, mais il y a une volonté d'y aller. Et lorsqu'on dit 200%, 300%, mais les données sont publiques. Ça veut dire qu'ici, il n'y a rien à cacher. Mais alors, il faut rentrer dans la qualité de la dépense, parce qu'il ne faut pas rester dans le superficiel. Parce que très souvent, les gens parlent. Vous savez combien des services travaillent à la présidence de la République? Vous savez quel rôle joue la maison militaire, par exemple, dans les opérations militaires? Je crois qu'au-delà du fait qu'il y a des critiques sur des dépassements qui sont fondés, parce que nous voulons être dans un contexte démocratique, il faut parfois creuser pour comprendre ce qu'il en est. Et donc, aujourd'hui, nous voulons, en tout état de cause, nous reconnaissons que nous-mêmes, nous avons une part des responsabilités dans ce que nous faisons. Lorsque l'IGF sévit, il sévit plus du côté des dirigeants. Et vous savez ce que cela représente pour des hommes politiques de premier plan de se retrouver le lendemain en prison ou inquiétés. Aujourd'hui, on restaure la peur de ce qui est deniers publics. On réfléchit par deux fois. C'est un processus qui a commencé. Il ne peut pas être parfait parce que le président Tshisekedi est là, ça fait 2 ans, 3 ans. Mais il faut que cette volonté, que cet exemple soit pris en relais pour que de manière systématique, que la transparence érige et que de manière claire, les Congolais, d'où qu'ils se trouvent, contribuent au développement du pays. Parce que lorsqu'on fait les cultes aux potentialités, M. Sekane, vous travaillez dans les secteurs depuis longtemps, vous avez vu que nous, au Conseil, on veut regarder les contrats miniers, ce qu'il en est, GECAMINE, TFM, vous suivez. Mais pourquoi pensez-vous que nous le faisons? Mais simplement parce qu'il y a beaucoup de plaintes et nous constatons que beaucoup de nos richesses partent
sans que le Congolais, c'est une question des gouvernances, c'est des problèmes que nous avons hérités, que nous essayons de corriger. Et donc, pour ce qui concerne les autres aspects, tout Congolais, mais nous tous, nous convenons. C'est pour ça qu'on parle de couverture universelle de santé. C'est pour ça qu'on parle de gratuité. Et bien plus tard, on parle de sécurité, de justice, parce que nous voulons créer une société équilibrée où chaque Congolais trouve sa place. Alors, il est 19h28. On va prendre 3 questions, les dernières, parce qu'il faut donner le temps à nos amis des régies de répondre. Et puis, on va prendre Innocent Olenga, Edmond Izouba, et puis on va finir par Jules. Mais ce sera une question cette fois-là en lingala. Je souhaite que nous puissions rester dans les changements de mentalité parce que c'est ça le corps, la raison même. Ah, Jean-Ric, vous poserez 2 questions si je vous demande une. Alors il faut demander à Innocent de poser une question, comme ça il vous cède l'autre. Innocent Olenga, merci. Merci beaucoup, ça sera des courtes questions. Une. Non, parce que je m'adresse aux régies financières, pas aux coordonnateurs. Les sujets, c'est nous. Justement. C'est nous qui leur donnerons la parole. Justement. Nous avons compris que les soucis du chef de l'État est d'instaurer la transparence dans ce qu'on récolte comme recette. La première question, je la pose à Madame la directrice de la DGRAD. En lisant les dépliants qui nous a été donnés, l'une des attributions de la DGRAD est d'exercer de manière exclusive toutes les missions et prérogatives en matière d'ordonnancement et de recouvrement des recettes non fiscales de l'État. Madame, la question est la suivante. Pourquoi la taxe RAM échappe à la DGRAD? À la DGI, la question est la suivante. Le système déclaratif est défaillant. Prenons l'exemple du secteur des télécommunications. Vous vous contentez que les opérateurs viennent vous dire ce qu'ils ont réalisé comme flux d'appels et de consommation Internet. Parce que ce système est défaillant, n'est-il pas possible de réformer le système fiscal en matière de déclaration? Instaurer par exemple les systèmes policiers pour voir ce qui est exactement déclaré, si c'est conforme à la réalité. Troisième question à la DGRK. Il prend les questions de tout le reste. À la DGRK. Le paiement de l'impôt locatif pose énormément de problèmes parce qu'il crée des conflits entre les locataires et les bailleurs. Si nous venons payer, les bailleurs risquent de nous mettre dehors. N'y a-t-il pas aussi moyen de réformer les systèmes de paiement pour que les bailleurs eux-mêmes viennent payer au lieu de les mettre en conflit avec les locataires? Merci. Voilà, merci. On va prendre Edmond. Une question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est Edmond Izouba. Bon, j'ai un masque un peu très compliqué. Vous avez dit ici que les membres du gouvernement payent les impôts, les taxes. Vous pouvez nous les citer. Merci. Jean-Ric, allez-y. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Kangoudia, on vous a opposé tout à l'heure un chiffre de 7 millions. Mais dites-nous quand même, c'est quoi cette culture de nos dirigeants qui ne veulent pas dire les choses correctement et clairement? Quel est le budget que vous avez soumis au gouvernement? Dites-nous. Il ne faut pas attendre quand on va valider les budgets, vous allez nous présenter les chiffres. Dites-nous les budgets de combien pour cette campagne. Ça, c'est juste en passant. Alors, est-ce que vous êtes content aujourd'hui quand vous passez devant les palais du peuple ou les autres sièges des institutions, il y a des ordures. Quand vous sillonnez sur le boulevard, il y a des lampes qui ne fonctionnent plus. Est-ce que vous ne pensez pas que la campagne doit commencer d'abord auprès des dirigeants? Juste cette question-là. Merci. On va prendre la dernière, Jules, en lingala spécialement, et on va répondre. Ndeko Kangoudia, vous avez que la campagne nous a déjà échec.
Comment expliquer Moutafuta Maka 94 000 francs salaire nae? Bozo senga ya futa impôt. Arutika na combien? Arufuta ndako combien? Arufuta minerval ya bana classe combien? Ozo mateke nani campagne yo échec déjà. Deux, il y a une catégorie ya bato yo bafuta ka jamais pas. Les Indiens, Pakistano-Libanais, Chinois, tu vas foutre comme pas. Est-ce que campagne, il y a changement de mentalité? On peut pas rejoindre qu'on a pas foutre comme pas. DGRK, na lukaka est trop, na suivi voilà. DGRK, ceux qui n'a pas arrêté à foutre en dab. Ou bien la longue n'angai. Ce qu'on a en foutre à pénalité, il y a un pot foncier. Pour qu'à air, n'engala que na vignette, na sukiwan. Merci. Alors, bon, on a fini les questions. Vous pouvez peut-être rester comme on fait habituellement pour qu'on vous réponde progressivement. Monsieur le coordonnateur, vous pouvez répondre et ensuite on donnera la parole au régie et puis on va terminer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour m'avoir accordé la parole. Monsieur Jean-Luc. Jean-Ric. Jean-Ric a posé la question du budget. Je viens de dire, le budget, nous l'avions confectionné et nous l'avions déposé et on n'a pas encore donné un seul rond. Ce budget-là est à la hauteur. Écoutez, monsieur le coordonnateur, je veux vous aider sur cette question. Jean-Ric, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que nous sommes dans un exercice qui veut que le Congolais ait confiance. Oui. Je veux, il va vous répondre. Mais par exemple, cette activité n'était pas prévue dans son budget ni dans sa campagne. En tant que ministre, je l'ai pris, j'ai dit, coordonnateur, venez parce que c'est un sujet important. Et donc, il va vous répondre parce qu'il a ses chiffres, je ne connais pas son budget, mais il ne faudrait pas qu'on s'éloigne de l'objectif principal, ici, qui est la campagne au civisme fiscal. Voilà. Cordon, vous avez la parole. Le civisme passe aussi par le fait d'être transparent. Lorsqu'on fait un budget pour cette organisation que nous voulons savoir, on va dire, globalisante sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas 7 500 000. Donc les régies financières ont délégué chacun un membre. Donc avec le membre, un seul membre de la coordination pour le changement de mentalité, ils se sont retirés. Ils ont fait un budget en considérant que la campagne sera sur toute l'étendue de la République pendant une période de 6 mois. Une grande partie de cette campagne, donc une grande partie de l'argent de la campagne sera pris par la communication. Le budget total est de 6 millions quelque chose. Donc 6 millions 080, quelque chose comme ça. C'est ce qui avait été déposé. Maintenant, il ne faut pas penser qu'il y a cet argent qui se trouve quelque part donc, dans la caisse de l'État et qu'on va sortir pour pouvoir venir donner à la CSM et aux régies financières. Non, ça ne va pas fonctionner de cette manière. On va aller palier par palier. Donc cela veut dire quelle est la première étape et qu'est-ce que cette première étape demande réellement. Et lorsque nous allons demander, c'est l'État qui va arbitrer pour voir est-ce que nous avons le moyen pour cela. S'il n'y a pas de moyen, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons revoir notre, on va dire, estimation par rapport à l'activité que nous voulons mener. Mais nous sommes en train de croire une seule chose. Même s'il nous arrivait aujourd'hui à dépenser 10 millions de dollars pour cette campagne, mais c'est 10 millions pour pouvoir aller chercher, on va dire, 15 milliards dont l'État a besoin pour pouvoir commencer à assurer les besoins sociaux de base de nos populations. Donc, comme je l'ai dit, nous aurons de la transparence sur ce que nous allons faire avec cet argent pour que tout le monde sache comment est-ce que ça va être géré, ça va être dépensé, pour que nous soyons nous-mêmes l'exemple. Donc, ne nous agitons pas. Donc, nous allons être très bien servis parce que nous pensons que ce que nous faisons doit être important pour le salut de notre pays. Monsieur Jules a posé la question de savoir, avec 94 000, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir payer l'impôt avec cet argent? Si c'est un revenu et qu'il y a l'impôt sur le revenu, donc on doit payer l'impôt sur le revenu. Le problème, ce n'est pas le montant. Le problème, c'est comment est-ce que nous pouvons faire pour améliorer donc ces salaires, au lieu que ce soit 94 000 ou 94 000, que ce soit un salaire digne. Mais sur
le principe est que sur tout le salaire, on doit prélever l'impôt sur le revenu. Ça, c'est un principe. Est-ce que... répondre en lingala? Oui. Est-ce que tozali ko batela ba oyo bazali ba revenu ebele tolingi to taxer bango te? Non. Mutu nyonso na mboka oyo a finir par kozala contribuable selon ndenge ba définir impôt que mutu nyonso to azali na activité oyo ezali ko générer mbongo esengeli afuta mpaku na ye po ete mpaku wana ezali une obligation ezali likambo te kero na futi yango mpona zwa eloko songolo en retour, mais c'est ezali obligation oyo constitution azali ko imposer selon article 65 il y a constitution. Donc nalingi to comprendre que bisognon surtout esengeli tozala na bato oyo ya koyeba na ko changer mboka na biso ezali likambo ya mutu moko te ezali likambo ya congolais nyonso to. Et dans cette campagne bokomona ezali la phrase moko hashtag congolais nde akotonga Congo, biso nde bato tokotonga Congo na biso et non pas bapaya. C'est vrai, lelo oyo batangi kombo ya ba pakistanais, batangi kombo ya ba indien, batangi kombo ya ba chinois que bazo futa eloko moko te, c'est à vérifier, mais ce qui est le cas, on sera impitoyable bakoye que na mboka oyo gouvernement ezali et que personne n'est appelé ya kosala oyo ye a sepeli kosala mutu nyonso na mboka oyo il faut ayeba que tu as choisi la RD Congo comme deuxième patrie nayo ceux qui osali ko générer mbongo esengeli ofuta mpaku non pas minorer mais mpaku oyo esengeli kofuta tokosala bitumba wana ti toko nani la victoire nayango. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cela. Donc voilà, alors on va donner la parole aux représentants des régies, mais vous avez encore... Non, après... Non, c'est toutes les questions, j'ai répondu, je pense. Oui, je pense aussi. S'il y a d'autres questions, vous y reviendrez. De toute façon, Ndeko Zulu, yo charama bonzate. C'est pas la Bible qui dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ah, c'est facile. Ope sarama bonza, na 94 000 ozwaka. Ope sarama bonza. Oki ope sate pour l'État. Voilà. On a pas sarapo, balobi ceux qui ope ici ozwa en retour. Ceux ope si l'État ozanzela malam. Mais on ne réfléchit pas à cela. Alors, on va donner rapidement la parole. Il est 19h40. On va donner 2 minutes à chaque responsable de régie pour répondre aux préoccupations qui ont été soulevées. Et puis nous reviendrons. Je répondrai à vos questions, mon ami Edmond. Et je vais demander à Jérôme d'ouvrir sa constitution pour lire l'article 174. Parce qu'il y a la réponse à sa question. Madame, on commence par vous. Je vous en prie. Express, beaucoup de questions ne nous ont pas été posées. Je crois que nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons. Mais j'ai suivi en passant quelqu'un dénoncer ici, le premier intervenant, la corruption. La corruption, c'est une infraction plurielle. Cessez de corrompre, il n'y aura plus de corrompus. C'est ça la réponse. Puisque c'est une infraction plurielle qui punit toujours et les corrupteurs et les corrompus. Donc c'est la solution au problème de la corruption, c'est de cesser. C'est pourquoi nous devons aussi... Ce qui se fait ici est très important. Il est très important puisque c'est bien beau de dire que quelqu'un a été corrompu. Pour avoir été corrompu, c'est qu'il y a eu un corrupteur. Donc les deux sont punissables de la même manière de par la loi. Ça c'est un. De deux, je voulais ajouter aussi quelque chose par rapport aux revenus. Vous savez, c'est un grand problème que nous avons dans ces pays. Nous tournons dans un cercle vicieux.
La population dit, l'État ne me donne rien, je n'ai rien à donner à l'État. Et l'État dit, arrangez d'abord ma situation pour que je sois à mesure de vous prendre en charge. Que les uns et les autres puissent un jour casser ce cercle vicieux, je crois que ça ira mieux. Voilà. La question qui m'a été posée ici, particulièrement, c'est celle de la... Merci beaucoup. Ma réponse est celle-ci. La taxe, tout comme l'impôt, est légal. Ça doit être prévu par une loi. La légalité de la taxe. On ne peut pas faire un prélèvement pour les taxes qui sont encadrées par la DGRAD. Ces taxes-là sont d'abord prévues par les textes sectoriels qui organisent toute l'activité de l'administration chez nous. La loi dite foncière, la loi sur les télécommunications, les codes miniers, ainsi de suite. On ne prend pas de taxes qui n'est pas dans la loi. Et pour nous, la DGRAD, toutes ces taxes-là sont budgétisées. Quand vous allez dans les annexes de budget, vous allez trouver les articles budgétaires qui ont été votés pour tous les prélèvements que nous effectuons. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une loi qui donne à la DGRAD la possibilité de collecter, comment ça s'appelle encore? La taxe RAM. Donc, si les législateurs congolais décident de les légaliser, nous allons les prendre en charge. C'est ça la réponse que j'ai. Voilà. On va donner la parole au directeur général de la DGDA. Je pense, Excellence, Monsieur le ministre, mais comme il n'y a pas eu de questions... Donc, vous pouvez enlever le masque, s'il vous plaît. Je voulais dire ceci, Excellence, que comme il n'y a pas eu de questions, c'est que tout le monde est content de la façon dont fonctionne la douane. Mais pourtant, je me suis toujours dit, j'ai toujours entendu des questions et parfois on confond. Lorsqu'on parle de la fraude, même la contrebande est considérée comme une fraude. La contrebande concerne tout le monde. C'est la marchandise. C'est lorsqu'on fait passer la marchandise par des voies non autorisées ou par la voie autorisée, mais sans déclaration. Mais considérons maintenant cette fraude-là ou cette contrebande. Est-ce la marchandise qui franchit la frontière? Qui fait passer la marchandise? C'est un individu. Est-ce que la marchandise a des ailes? Est-ce qu'elle a des roues? Est-ce qu'elle a des pneus? Donc la marchandise ne se fait pas passer seule. Donc c'est l'individu. Donc c'est l'homme. C'est l'homme le contrebandier. C'est l'homme le fraudeur. Et donc si on fait passer la marchandise par des voies non autorisées, c'est-à-dire que même la personne qui est passée, elle est passée en clandestinité et qu'elle devrait être considérée comme telle. Bon, le plus souvent, on considère la marchandise, on ne considère pas l'individu. Si l'individu qui a fait porter la marchandise d'un lieu à un autre de la frontière était interpellé, je crois que tout le monde comprendrait que le problème de fraude ou de contrebande n'est pas le fait simplement de l'administration de douane, c'est un problème de tout le monde, parce que c'est un fait de sécurité nationale. Voilà, c'est pour ça qu'il y a la campagne de civisme fiscal. On va prendre la DGI et la DGRK pour terminer. 2 minutes s'il vous plaît, parce que nous sommes à 10 minutes du journal. Merci, Excellence. Mais j'ai eu plusieurs questions. Allez-y de manière sommaire, parce qu'on fera un autre exercice. Oui. Ce qu'il faut dire est que la campagne de sensibilisation au civisme fiscal, à ce jour, contrairement à ce que j'ai entendu aujourd'hui, est une première dans l'histoire de ce pays. Et cette campagne ne peut qu'être soutenue, parce que le vrai problème qu'il y a dans ce pays, je l'ai dit même au président de la République la fois passée, nous avons un problème de mentalité. Et cette mentalité devra changer à partir de nos dirigeants jusqu'à ceux qui sont les gouvernés. Mais ce qu'il faut peut-être dire ici, c'est que, Excellence, beaucoup parlent peut-être en mal du gouvernement. Je ne vais pas faire le porte-parole, vous-même vous êtes bien placé. Il y a une réussite remarquable à ce jour qu'on note dans l'action du gouvernement, c'est les réalisations des recettes
n'ont jamais connu dans l'histoire de ce pays depuis son indépendance. Depuis que ce gouvernement est en place, les recettes des impôts sont spectaculaires et ont franchi le seuil non jamais atteint. Et cette campagne est pour beaucoup aussi dans cette augmentation des recettes. Ça, il faut le dire. S'agissant de la question que j'ai entendue tout à l'heure, en ce qui concerne la réforme du système fiscal congolais, nous n'avons pas suffisamment de temps ici d'étaler toute la matière. On va y revenir. On va y revenir. En 6 de cette procédure qu'on appelle la procédure d'assiette, qui est une procédure de déclaration, c'est-à-dire le dépôt de la déclaration, l'une des prérogatives de la Direction générale des impôts, c'est le contrôle. Le système fiscal congolais est un système déclaratif et auto-liquidatif. Ça signifie, c'est de vous-même d'aller déposer votre déclaration et effectuer le paiement de votre impôt. Mais pour s'assurer de la véracité de cette déclaration souscrite, l'administration des impôts dispose de ce pouvoir de contrôler la déclaration du contribuable et d'établir, si possible, les avis de redressement, les avis de position d'office assortis de pénalités. Directeur. Oui, je vais terminer. Terminez, s'il vous plaît. Oui, je vais terminer là-dessus. Mais le problème dans ce pays, Excellence, c'est que les dispositions de l'article 174-65 disposent que la charge du pays revient à tout Congolais. Et chacun doit contribuer de manière proportionnelle. Et à ce jour, il faut l'affirmer ici, Jérôme Sekoigna est là, il a fait plusieurs émissions avec moi, toutes les institutions politiques payent leur hyper. Merci. Voilà, on va donner la parole au DGRK. À la DGRK pour 1 minute. Répondez à Lingala. Question à Zulu les Aïna Lingala, je crois. Hein? Oui, ndeko Zulu, ce qui au Bimina Lupango, aux alaki locataires, et qu'aux alliés déjà répertoriés dans la base de données, il y a DGRK, il faut signaler. Au signaler au comité d'administration fiscale que Naza sous locataire Kunate, na bo tindelanga sous ba relance te ceux qui n'ont foutate. Donc il faut signaler, c'est une obligation. Et puis ceux qui osent encore locataire, mais osent en retard, il y a qu'à déclarer. Les défauts de déclaration, on a au retard, ils ont sanctionné na amende. Moutou Moussous a une question, journaliste Moussous, question ya koye, ceux qui bakoki côté à charge il y a impôt sur le revenu locatif na charge il y a bailleur T au lieu de la charge il y a locataire parce que bailleur bazo lingate que locataire ba défalquer bon pour bafout. C'est une question d'exigence légale. Et ça ba texte ndé esengi que locataire azala redevable. Locataire redevable, il y a retenu sur le loyer, le bailleur, lui, il est assujetti de l'IREL et il paye 2% l'an. Chaque mois, le locataire défalque 20%. Mais ceux qui boyo kanibino moko, na bailleur, que bailleur à l'obinga mutuna ban, au pesanga mbongo nyoso, menga na bando futa, nga moko ba impoana, à ce moment-là, lui va payer le 22%. À quoi futa 2% te, mais à faut à 22% sur le revenu nyonso à Zoakimbula Mobile. Voilà. Merci. Ça illustre que les débats doivent continuer. Aujourd'hui, on a commencé. Parce que si, il faut savoir que, Jean-Ric, $1 dépensé dans cette campagne fiscale peut générer 100, 150, $200. Donc même si on met 1 milliard, on peut avoir 20 milliards. Ça veut dire qu'ici, nous sommes dans une dynamique de refondation de l'État. Et pour refonder l'État, il faut que le citoyen comprenne quel est le rôle qui est le leur. Jérôme Sekana, je vous avais parlé de l'article 1674 de la Constitution. Il ne peut être établi d'impôt que par la loi. La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République démocratique du Congo. Il ne peut être établi d'exemption ou d'enlèvement fiscal qu'en vertu de la loi. La Kisinini, ça veut dire que nous tous, nous sommes concernés.
peut-être qu'on s'ignore, parce qu'il y a la question d'Edmond Izouba qui disait quelles sont les taxes et les autres droits que payent les ministres. Mais les ministres, d'abord, sont des citoyens. Et ils sont assujettis à différents types de taxes. On vous a dit tout à l'heure par les directeurs que nous payons l'IPER, l'impôt sur les revenus. En dehors des IPER, si vous avez votre véhicule privé, vous payez la vignette. Si vous avez une maison, vous payez l'impôt foncier ou l'impôt sur les revenus locatifs, si vous êtes locataire. Et nous avons tous l'obligation d'être exemplaires. Vous avez vu ici le président de la République le faire. Il a prêché par l'exemple. Dans sa suite, les premiers ministres et nous tous. Je crois qu'il faut, dans le cadre des discussions que nous avions, il faut que les journalistes aussi aient des numéros impôts. Oui. J'espère que Jean-Ric, Jules, tout le monde ici va accepter d'avoir un numéro d'impôt pour commencer. Et je vais terminer, Jérôme, je vais terminer en disant ceci. Nous, en 4 mois, nous sommes là, ça fait 4-5 mois. Nous avons trouvé des problèmes, nous ne les avons pas créés. Nous les assumons parce que nous représentons l'État. Mais vous avez suivi les témoignages du directeur. Depuis que nous sommes arrivés, chaque mois, même dans les mois secs, les régies dépassent les 100% des prévisions. Ce n'est pas assez. Mais est-ce que vous savez, nous reviendrons ici avec mon collègue du budget bientôt, pour vous parler du budget. On a fait une loi rectificative 2021. Pour la première fois, on a 13% en positif. Les prévisions étaient de 6 000 milliards, je n'ai plus les chiffres, mais on a augmenté les 13% sur la loi rectificative qui sera déposée demain. Une première depuis 2006. Demain, le 15 septembre, nous sommes prêts avec les budgets 2022. Nous en avons parlé au dernier Conseil de ministres. C'est pour vous dire que le pays est dans une dynamique positive. Mais comme on est peut-être trop dans le trou, vous ne remarquez pas ces efforts qui sont faits. Mais vous pouvez être sûr, vous pouvez tout nous reprocher, mais vous ne nous reprocherez pas la volonté de changer et de construire un nouveau pays. Monsieur le coordonnateur, vous avez 1 minute pour votre conclusion. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour m'accorder 1 minute pour conclure. Je veux tout simplement nous interpeller tous pour dire que c'est le Congolais qui a le levier pour pouvoir changer son pays. Si du moins nous prenons l'engagement de pouvoir changer notre façon de faire, de nous comporter. Et j'ai beaucoup aimé le DG Kabila qui était en train de donner un exemple ici de marchandises qui ne peuvent pas traverser par elles-mêmes. Mais les embouteillages que nous avons, ce ne sont pas des véhicules qui se créent des embouteillages. C'est des individus qui sont dans des véhicules qui créent 4-5 bandes et qui créent les embouteillages. Est-ce que vous allez me dire que même là, c'est les décideurs, c'est l'État qui est en train de créer les embouteillages? Non. Lorsque nous voyons le sextep qui passe, ou ceux qui sont censés aller à l'université l'année prochaine, après avoir, je ne sais pas si c'est le cas, présenter les examens d'État, ils s'adonnent à ces pratiques-là. Est-ce que c'est le gouvernement? Donc c'est la faillite de toute une société. Et nous devons nous regarder tous dans le miroir pour dire qu'est-ce que je peux faire pour que mon pays change. Je dois commencer par changer avant d'exiger les changements à l'autre. Voilà, on va terminer cette rencontre. Je crois qu'il y a encore un besoin d'approfondir. Quelqu'un avait parlé des ordures qu'on voit dans la rue. Ce n'est pas l'État qui vient jeter les ordures dans la rue, c'est les citoyens. Il faut considérer que nous tous, nous sommes interpellés et que nous tous, nous avons la responsabilité. Je vais terminer en lisant un passage biblique. Romains 13, 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ici, merci.